Pendant ce temps, Poutine avance et Poutine est en train de perdre un nombre d'hommes qui est vertigineux. Ce sont des informations données par le renseignement ukrainien. L'ordre de grandeur, en tout cas, est celui-là. Les pertes russes en Ukraine contribuent à alimenter une bombe à retardement démographique qui pourrait voir la population du pays réduite de moitié d'ici la fin du siècle, déclarent les experts au Kiev indépendant. Selon les chiffres ukrainiens, les pertes russes ont franchi un nouveau cap, dépassant les 800 000 hommes. Donc on parle d'hommes et de femmes, souvent d'hommes, tués et blessés. Ouais. Tués, énorme. Blessés, mutilés, même plus que ça. Enfin, les Ukrainiens parlent de plus d'un million. C'est énorme. Mais le truc, c'est que, vous vous souvenez, il y a 3 ans et demi, quand on était sur ce plateau, quand il est arrivé au premier seuil de 15 000 personnes. Et sur le plateau, on faisait quoi comme comparatif? L'Union soviétique, en 10 ans, en Afghanistan, a perdu 15 000 hommes. Et on se disait, c'est un chiffre ahurissant. Les Russes ne vont pas supporter ça, le pays va se réveiller, etc. Là, on est à 1 million. La Russie ne réagit toujours absolument pas. Et il ne faut pas oublier que pendant le Covid, les 2 années de Covid, Poutine a perdu 1 million de surmortalité par an. Ça n'a absolument pas poussé. Par exemple, il n'a absolument rien fait pour la population, ce que en France nous avons fait. Et donc, en fait, il a un rapport à la vie humaine absolument extraordinaire. Ça veut dire, pour lui, ça ne représente rien du tout. Et même cette question de natalisme là, mais on va y revenir. Mais attendez, on parle quand même d'une puissance à quoi 4 heures d'avion qui peut perdre 1 million, si c'est 1 million d'hommes. Même plus. Hein. C'est pas très rassurant. C'est pas exagéré. C'est probablement moins. Non. Les seules estimations véritablement fiables dont on dispose, c'est celles de Megazona et la BBC, qui comptabilisent très précisément tous les noms dans les cimetières. Donc, il dit combien? Histoire de mémoire, il doit être à 130 000 morts. Oui, mais nominatif. Morts, j'ai pas fini. Et en revanche, oui, bien sûr, il y a des tas de noms il y a des disparus, il y a des tas de gens qui... Et ils estiment à environ au moins 160 000, peut-être 180 000 morts russes. Vous multipliez ça par 4 et vous avez à peu près le nombre de blessés. Sachant que dans ce chiffre, vous avez aussi beaucoup de blessés légers, à peu près la moitié sont des blessés légers. Mais pardon, c'est considérable. Que ce soit 500 000, oui, 200 000, bien sûr. La comparaison évidemment avec l'Europe de l'Ouest, ici en Europe de l'Ouest, dans nos sociétés, et c'est tant mieux pour nous, parce qu'on a une sensibilité là. Si on perd 10 soldats, c'est un très grand événement. Si on en perd 50, c'est un immense événement. Oui, mais après, ça dépend du contexte aussi. Hein. C'est-à-dire que, vous revenez quelques années en arrière, en 2014, par exemple, en Ukraine, au moment de l'invasion de la Crimée, par exemple, vous avez 16 000 soldats ukrainiens en Crimée qui ne se battent pas. On est dans une autre époque. Et les contextes changent. Si la France était attaquée, était envahie, bien oui, là... Oui, mais la Russie n'est pas attaquée, elle est agresseuse. Oui, la Russie est agresseuse. Pardon, si, comparaison, pendant la guerre d'Algérie, il y a eu combien de morts et de blessés? 24 000 Français. 24 000. Mais à ce moment-là, la France, faut le rappeler, elle menait une guerre coloniale, disons les choses. Elle n'était pas chez elle en Algérie. Disons, on peut tourner les choses comme on veut. Pas, voilà. Aujourd'hui, vous le dites, mais pardon. Vous pouvez le dire. Oui, vous avez le droit de le dire. Avec le recul de l'histoire, on peut le dire. Voilà. En fait, de toute façon, quand ils sont arrivés, c'était pas un pays constitué. L'Algérie, le Maroc était constitué. On peut effectivement faire cette lecture C'était chez qui d'ailleurs quand ils sont arrivés? C'était chez les Ottomans. En fait, c'était administré par les Ottomans. Alors, est-ce que ça appartenait vraiment? Est-ce qu'il faut vraiment que l'Empire ottoman s'étende jusqu'en Algérie? J'en sais rien. Je crois que Renaud Girard est encore comme Mitterrand. Attendez. Renaud Girard est comme Mitterrand dans les années 60, 50 plutôt. C'est l'Algérie, c'est la France. Il y avait des départements français. Il y a eu une décision effectivement tout à fait sensé de la part du général de Gaulle de décider, d'avoir le courage, c'est très courageux, de donner cette indépendance à l'Algérie, puisqu'il a dit c'est à Soustelle, que voulez-vous Soustelle, ces gens-là ne sont pas des Français, donc très bien. Et j'approuve cette décision du général de Gaulle. Mais de dire que il faut que vous nous disiez en 1830. Oui, alors c'était effectivement les tribus à Abdelkader. Enfin, Abdelkader, il n'y avait pas de pays constitué s'appelant l'Algérie. Bon, peu importe, on va pas refaire toute l'histoire, quoi qu'il en soit. Et l'Amérique appartenait aux Indiens, voilà. Quoi qu'il en soit, à l'époque, la France a perdu 24 000 hommes, voilà. Aujourd'hui, la France ne mène pas de guerre d'agression et elle n'est pas prête à perdre 24 000 hommes. Mais il y a une chose la Russie, il faut comprendre fondamentalement dans la Russie, c'est que ces chiffres dont nous parlons ne sont pas rendus publics en Russie. Aujourd'hui, Rosstat, donc le service de statistique nationale, n'a plus le droit de publier des informations démographiques ni sur les morts, ni sur les naissances. Donc,
quel que soit le nombre de morts, ce n'est pas quelque chose qui est rendu public. Les gens le savent, ça chuchote à mi-voix. Oui, regarde ce cimetière qui s'est rempli. Oui, mon fils est mort, etc. Mais il n'y a pas ce chiffre. Pardon, pendant la guerre d'Afghanistan, il y avait aussi la censure soviétique. Il y a eu quand même de la révolte, défilé des mers, etc. La fin de la guerre en Afghanistan, justement, il y a eu la glasnost de Gorbatchev. Il y avait presque aucune censure. La Russie, de la fin, mais Sergueï va le confirmer. Aujourd'hui, il y a une censure terrible. Quoi qu'il en soit, écoutez, ça n'est pas en train de s'arranger, puisque Poutine revendique une démographie de la même façon que la France en 1914 disait allez, faites beaucoup d'enfants pour faire des soldats. Ils en sont là en Russie aujourd'hui et Poutine l'assume absolument. Nous discutons régulièrement des questions démographiques. Nous nous souvenons d'une célèbre chanson de l'époque soviétique lorsque les filles venaient au bal et se tenaient à l'écart parce que, statistiquement, il y avait 9 garçons pour 10 filles. Je crois savoir que les statistiques viennent de changer. Nous manquons tout simplement de femmes en ce moment. Nous avons un peu plus de garçons nés en 2024, mais d'une manière générale, Vladimir Vladimirovitch, il s'agit malheureusement d'un problème grave lié à 2 vagues démographiques. Une vague démographique de la période de la Grande Guerre patriotique. La seconde vague démographique des années 90 qui en fait se sont chevauchées et ont fortement réduit le nombre de femmes en âge de procréer. D'abord, le décorum moitié post-soviétique, moitié un petit peu est assez frappant. La chanson dont il parle, vous l'avez en tête ? C'est bien évidemment. Потому что на 9 девчонок по статистике 10 ребят. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi exactement ? Ce qu'il vient de dire, pour les 9 filles, il y a 10 garçons, ils disent voilà, on est à une discothèque et donc les filles sont sur le côté, elles ne trouvent pas en fait les garçons qui vont danser avec elles, et bien évidemment pour faire la famille, etc. Mais juste là-dessus, pardon, arrêtons-nous là-dessus, c'est quand même très frappant. Moi je donnais cet exemple tout à l'heure, je me rappellerai toujours Robert Badinter qui disait au moment où sa famille a été naturalisée dans les années 30 ou dans les années 20, l'officier de naturalisation lui a dit voilà, enfin des soldats pour faire la guerre. C'était la mentalité qui existait avant-guerre. Sa mère qui était enceinte. Sa mère enceinte, exactement. Aujourd'hui, c'est la mentalité qu'il y a en Russie. Ils préparent une génération à la guerre. Non, effectivement, il y a notamment au travers de la Younarmia vraiment la militarisation qu'on voit à l'écran, ce qui rappelle le titre du très bon livre de Ksenia Bolchakova, un pays qui marche pas avec cette idée. Et d'ailleurs, ça avait été démarré par l'ancien ministre de la Défense, dont le nom m'échappe à l'instant, et qui avait vraiment démultiplié. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant à des centaines de milliers de jeunes qui sont enrôlés, mais Vladimir Poutine, il a quand même 2 ennemis, et là c'est particulièrement frappant, la démocratie et la démographie, puisque son ministre du Travail dit que d'ici à 2030, il va lui falloir 10 millions de travailleurs. Ça veut dire qu'il faut, du fait des départs en retraite et de la guerre, aller en chercher 2 millions par an. Ça va commencer à devenir quand même très 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 tendu, mais ce qu'on voit, et dès le début de cette émission on l'a vu, c'est que l'effort s'accentue, que cette guerre pour Vladimir Poutine, et il ne le cesse de le clamer, de le dire, elle est existentielle. Il a mis tous ses œufs dans le même panier et il ne compte pas ralentir. J'aimerais vous entendre vraiment là-dessus. Vous dites toujours, Renaud Girard, le militarisme. On ne mesure pas à quel point il y a des sociétés militaristes. Les Prussiens étaient comme ça, l'Autriche-Hongrie à un moment donné était comme ça, la France l'a été sous Napoléon. Napoléon dit, quand il y a une grande bataille, il dit... C'était la bataille après la bataille d'Eylau, où les Français avaient gagné tout juste, il y avait beaucoup de morts, et il avait dit à un de ses généraux... c'est pas grave, une nuit de Paris réparera tout ça. C'est horrible comme terme. Et c'est vraiment effectivement, c'est du militarisme. On a eu le militarisme prussien, ça allait jusqu'à la Première Guerre mondiale, parce que les Allemands sont responsables du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Nous sommes responsables du déclenchement de la guerre franco-prussienne, c'est notre erreur. Et ensuite, évidemment, la guerre de 40, et ça s'est éteint, heureusement, ce militarisme en 1945. Il y a je me souviens de ce que nous racontait Sergueï sur sa jeunesse. Il y a une époque où l'Union soviétique était pas du tout
militariste, où, c'est ce que nous a raconté Sergueï, il mettait l'accent sur les aspects sociaux, le 1er mai. Le 1er mai était plus important que le jour de la victoire, c'est-à-dire le 9 mai. Là maintenant, et ce militarisme russe, et si effectivement on met tous les enfants, et si la vision pour l'avenir de la Russie, c'est en clair, est-ce qu'il c'est l'expansion territoriale, c'est très dangereux. Est-ce qu'on fait tout ça pour préparer une guerre? En clair, on fait pas ça pour aller faire la cueillette. Mais il prépare la guerre pour des années, parce que quand il dit les gamins de maintenant, c'est les futurs soldats, mais ils deviendront les futurs soldats dans 19 ans. Ça veut dire qu'il nous prépare maintenant la génération de dans 19 ans qui va combattre encore. Et donc, et celles qui sont actuellement dans les jardins d'enfants et dans les écoles, ils sont déjà militarisés. Donc, il perd presque 30 000 personnes par mois sur ce front. Bien évidemment, c'est une militarisation. Mais en même temps, il y a autre chose aussi. Vous savez, la Russie, c'est un énorme pays avec plusieurs ethnies. Et les Russes ne sont pas fertiles. En fait, oui, mais le résultat, c'est qu'ils sont là quand même. Il y a eu quand même 800 000, ils ont pu en sacrifier 800 000. Oui, mais c'est vachement important. C'est vachement important parce qu'en fait, ils s'adressent aux Russes, mais les Russes ne font pas d'enfants. Alors, en fait, qui font l'enfant? Les républiques musulmanes. La Tchétchénie, le Daghestan, le Touva, le Tatarstan. Est-ce qu'on a sous-estimé? Rappelez-vous, au début de la guerre, on disait effectivement, regardez, c'est des Touvages, etc. On disait, ils viennent voler des machines à laver, tout ça va pas durer quelques semaines. On voit qu'on en est à 800 000 qui ont été jetés dans le four de la guerre. Donc, en réalité, oui, c'est une puissance redoutable. Oui, c'est vrai. Alors, mais vous noterez que ce sont 800 000 volontaires. C'est sur la professionnelle. On parle de militarisation de la société, etc., etc. Mais en attendant, Poutine n'a jamais osé, sauf une fois avec les 300 000 réservistes rappelés. Absolument. Et on a vu d'ailleurs la réaction que ça a pu provoquer dans la société. Il n'ose pas faire la mobilisation. Donc on reste quand même dans dans le schéma de Ibn Khaldoun, grand historien arabe, qui dit voilà, quand il parle des empires, il y a la pacification. Je veux la paix sociale, la paix politique à l'intérieur. Pour ça, donc, en réalité, il ne faut pas armer les gens, et je fais mener les guerres par des périphériques, en réalité, donc périphérie sociale, périphérie ethnique, et ces gens sont des volontaires. Est-ce que ça vous rassure ? Non, ça ne me rassure pas. Non, effectivement, que Vladimir Poutine soit capable d'envoyer 800 000 hommes se faire trouer la peau, en plus dans une stratégie qui est au niveau zéro de la stratégie. Mais ce qui me fait peur, en fait, c'est que les Russes le font quand même. Alors, il y a une raison d'avoir un petit peu moins peur. C'est pourquoi est-ce que la population supporte tout ça, tous ces hommes qui meurent et tous ces hommes qui rentrent blessés? C'est parce qu'ils sont payés, ils reçoivent beaucoup d'argent. Aujourd'hui, un soldat qui va à la guerre, il va avoir 4 fois le salaire moyen russe. Vous perdez votre mari, votre fils à la guerre, vous allez recevoir un gros pactole. Et ça, on a beaucoup dit, mais est-ce que l'équivalent existe en France? Est-ce qu'on pourrait en France envoyer 800 000 personnes au combat maintenant? Mais non, pour des trucs même en les payant. Mais laissez-moi finir ma réflexion, s'il vous plaît, Darius. Donc, le jour où Poutine n'aura plus d'argent pour financer ses blessés et ses morts, là, il aura un problème. Là, cette source intarissable d'hommes va s'arrêter. C'est pour ça que les sanctions potentielles envisagées contre la Russie pour fermer le robinet d'argent qui vient avec le pétrole est une chose absolument vitale pour justement étrangler cette machine de guerre, et que ces 800 000 hommes, ces millions d'hommes qui nous font peur, et nous avons raison d'en avoir peur, le jour où il n'y aura plus cet argent, ce sera peut-être le jour où il se passera ce qui s'est passé à la fin des années 80, c'est que les gens en auront marre de voir les morts arriver sans avoir de paye qui vient. Mais là, ça dure depuis 3 ans, ce sera quand ? J'en sais rien. Parce que pendant ce temps, les Ukrainiens meurent. Quand l'Occident se décidera à vraiment arrêter. Mais ça m'entend bien. Comprenez que, vu des Ukrainiens, on dit ça devrait, ça pourrait, on devrait, on pourrait. Peut-être que ça va s'arrêter. Oui, ça va peut-être s'arrêter. Le fric s'arrête, la guerre s'arrête. Mais pardon, je répète, ça fait 3 ans qu'on dit ça devrait s'arrêter. Oui, mais ça ne s'arrête pas parce qu'on n'a pas les couilles pour le faire. Voilà pourquoi. Moi, je voudrais aussi souligner que le nombre de petits Ukrainiens qui ont été volés en Ukraine pour justement alimenter la future armée, ça c'est énorme. Je pense que cette guerre aussi est une guerre de ressources humaines.
Tout simplement, l'Ukraine est très très riche, c'est ça, c'est sûr, mais elle est aussi très très riche en êtres humains. Donc pour aller plus loin, pour aller en Ukraine, pour faire des petits soldats qui vont tuer leurs propres frères et sœurs. Est-ce qu'on est au stade où il peut y avoir plus d'engagement de l'autre côté? Je crois qu'il y a 600 000 Ukrainiens en âge de combattre qui sont hors d'Ukraine. Si l'Europe donne des armes, est-ce qu'ils sont prêts à rentrer tout de suite? Ouais. Il y en a beaucoup, oui. Les Ukrainiens, oui. Ils me demandent des armes parce qu'ils n'ont pas envie d'aller se faire tuer parce qu'ils n'ont pas d'armes, tout simplement. Et ça, ils le demandent. Est-ce qu'il est vrai que beaucoup rentrent déjà combattre? C'est une version optimiste. Moi, personnellement, j'ai fait en septembre dernier un grand voyage en Pologne. J'étais un peu partout en Pologne. À chaque fois, mes chauffeurs, c'était le hasard du Uber, mais sur des longs trajets, étaient des jeunes Ukrainiens. Et à chaque fois, je leur demandais, mais pourquoi vous n'allez pas vous battre? Et ils disaient, non, pas question. Et l'un m'a dit, mais mon père qui se bat de la tranchée m'a dit, surtout ne viens pas, parce que, figure-toi, on m'a vendu mon uniforme de l'OTAN, une uniforme qui avait été évidemment donnée par l'OTAN. Donc il y a quand même un manque, il faut le dire, il faut dire la vérité. On est sur un plateau de télévision, on n'est pas dans un instrument de propagande ici. Il faut dire qu'il y a peut-être... l'Ukraine aurait besoin de davantage de motivation chez ces jeunes hommes. Il faut rappeler qu'en France, par exemple, il n'y a pas un seul jeune homme, il faut demander à l'historien des guerres de 14-18, au colonel Goya, qui a fait un très bon livre sur la victoire, il n'y a pas un seul ouvrier, aristocrate, bourgeois, qui a essayé d'échapper à la conscription de 1914. Et ceux qui étaient en Suisse, en Argentine, etc., sont tous revenus se battre. C'est pas le cas pour les jeunes Ukrainiens. Gallagher, attendez la parole à tout le monde. Gallagher, Fenwick. Je suis partagé parce que certains Ukrainiens avec lesquels je parle me tiennent effectivement ce discours, c'est-à-dire qu'ils suivent avec beaucoup plus, j'allais dire, d'implication émotionnelle et d'acuité que nous cette réalité qu'ils subissent. Et certains d'entre eux me disent, mais pourquoi est-ce que tu veux que je rentre au pays alors que vous ne nous donnez pas de quoi nous battre? C'est-à-dire qu'ils voient ce que Samantha décrivait, le chaud-froid de Donald Trump. Tout ça ne les rassure pas. Par ailleurs, il y a effectivement la question de l'impôt du sang. Il y en a qui estiment que c'est très injuste. Et je rappelle juste un épisode, la brigade Anne de Kiev que nous avons formée et équipée, et avec au final un résultat quand même assez mitigé. Mais moi, je ne les juge pas, ces Ukrainiens. C'est-à-dire que ils n'ont pas tort quand ils me disent, mais attendez, vous ne nous donnez pas de quoi nous battre et vous voulez qu'on rentre au pays pour se battre. Donc il y a quand même un manque de cohérence de notre part et qui nous empêche de les juger en disant, mais pourquoi est-ce qu'ils vont pas se battre? Juste une chose d'arriver, parce que c'est important. Tout à l'heure, quand on parlait du nombre de morts que la Russie a militairement parlant, la comparaison, elle n'a pas forcément lieu d'être parce que les populations ne sont pas les mêmes. La totalité des soldats d'actifs en France, c'est 205 000. C'est comme si la France, évidemment que la France est 2 fois moins peuplée voire plus que la Russie, mais c'est comme si on avait perdu tout l'outil militaire, humain en tous les cas. C'est colossal, les pertes russes. C'est colossal.